Business as usual is not an option. Qui a dit ça? Et dans quel contexte? 400 personnes du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, des fermiers, des paysans, des personnes du secteur privé, académiciens, membres des organisations de développement, tous ont travaillé sur un rapport sur l'agriculture. Je pense que c'est le rapport le plus détaillé qui existe, 4 ans de travail, 400 personnes, un rapport qui a été publié en 2008 et qui a dit clairement « Business as usual is not an option ». Et quel business? Le business de l'agriculture conventionnelle et industrielle, le business de cette révolution verte qu'on essaie encore de réinventer, mais qui nous a amené quelques bénéfices, mais surtout beaucoup de problèmes. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ce rapport? Parce qu'on a dans le monde aujourd'hui encore quelques 800 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Nous avons quand même à peu près 2,5 milliards de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté minimum, qui vivent avec moins de $1 par jour. C'est clair que dans certains pays, $1 c'est peut-être pas mal, mais c'est certainement pas assez pour avoir une vie décente. Alors qu'en principe, on vit dans un monde où on produit beaucoup trop. Et on produit beaucoup trop, on produit tellement qu'on jette. On perd en récolte quelques 40% de ce qui est produit dans les pays en voie de développement, parce qu'on n'a pas les technologies pour empêcher toutes ces pertes. Et dans les pays développés, on jette, même après qu'on ait acheté, quelques 30% encore de ce qui s'achète dans vos magasins. En tout, dans les pays en voie développés, industriels, on a calculé à peu près un gaspillage de quelques 50% de la nourriture. Alors, en plus, au niveau global, je vous ai dit, il y a déjà les 800 millions qui ont pas assez mangé, on a 1,5 milliard de personnes qui sont obèses. On a plus de 300 millions de personnes qui ont du diabète type 2, qui est induit par une mauvaise alimentation, et ça, c'est partout dans le monde. Les obèses, ils sont partout, de même que ceux qui ont le diabète numéro 2, au type 2. D'où vient toute cette nourriture? On pourrait aujourd'hui nourrir quelques 14 milliards de personnes, puisqu'on produit 4600 calories par jour par personne au niveau global. Donc on peut dire qu'on n'a pas besoin de plus. En principe, on a besoin de moins, mais de plus de qualité, dans différents endroits. Ce n'est pas aux Américains, aux Européens de nourrir le monde. Chaque communauté, chaque région doit vraiment se nourrir elle-même, aussi bien que possible. C'est clair que Singapour, c'est un peu différent, ou Dubaï, mais disons qu'en principe, dans le monde, on pourrait faire mieux. Mais c'est cette agriculture industrielle à outrance. C'est une industrie, c'est une agriculture qui nous détruit, qui détruit l'agriculture elle-même. Et pourquoi? Parce que c'est une agriculture qui produit des gaz à effet de serre énormes. Cette agriculture aussi déséquilibre la relation nord-sud ou sud-nord. Alors qu'on a des gens qui vivent dans le surplus d'un côté, de l'autre côté, on a des gens qui vivent avec pas assez. Donc ces inégalités, elles sont aussi promues par une agriculture industrielle qui empêche les paysans du Sud de produire à des prix raisonnables, puisque ce qu'on produit en grande quantité, ces fameuses commodities, c'est pas de la nourriture, c'est plutôt de la poubelle, qui empêche vraiment, qui est très bon marché, parce qu'il y a beaucoup de subsides. Hein. Les paysans en Suisse, sans subsides, il n'y en aurait plus un. C'est la même chose dans les pays en voie de développement, l'agriculture ne paye pas. Mais seulement la différence, c'est qu'ici, le gouvernement paye les paysans pour faire leur travail. En principe, les subsides, ils co-payent, si vous voulez, ce que vous mangez. Mais dans le Sud, non, il n'y a pas les moyens d'aider les paysans. Et donc, on a ces problèmes d'égalité énormes. Alors, ce problème, il vient d'où? C'est un problème, c'est que nous avons une nature, donc il y a les champs, il y a les pâturages, et ça produit la nourriture pour les humains, pour les animaux. Mais ça produit pourquoi? Ça produit parce que la nature nous a donné des services. On appelle ça des services, des écosystèmes. Par exemple, la pollinisation, vous connaissez tous ces abeilles. Le 60% de ce que vous mangez
a besoin d'abeilles. Alors, on continue à traiter, et ça veut dire que vous allez manquer 60% dans votre assiette. Et les 60% que vous allez manquer, c'est justement ce qui va vous rendre très sain, parce que ce sont les fruits et les légumes. Or, on utilise les pesticides à tort à travers, on détruit ce service écosystème. La même chose pour le contrôle des ravageurs et des maladies. Je vous ai montré quelques-uns tout à l'heure. Alors, on a remplacé tout ça par le business. Parce que la nature, quand ça donne des services, ça ne rapporte rien à personne. Bon, ça ajoute, c'est vraiment de la valeur ajoutée naturelle. Alors, comme on ne peut pas gagner de l'argent, on a dit, bon, ben, les abeilles, on n'en a pas besoin, on va remplacer ça, comme en Chine, on fait la pollinisation à la main d'ailleurs, on est arrivé là, à cause de l'utilisation des pesticides. Le contrôle des ravageurs, des maladies, pas de problème, on a les pesticides, là, on a l'équipe Val, là, les compagnies, ils en produisent des quantités, donc ça fait du business. Ou à Saint-Louis, ou ailleurs. Les engrais aussi. On a des plantes qui produisent, qui fixent l'azote de l'air dans le sol pour les plantes. Non, mais ça, c'est compliqué. Pourquoi pas faire l'azote artificiellement? Donc, ce sont les engrais chimiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on a remplacé ce que la nature nous a donné avec le business. Et voilà, donc ça, c'est vraiment la base de la problématique aujourd'hui en agriculture et dans le système alimentaire. Et c'est aussi cette transformation à la base de la révolution verte. Et c'est pour ça que je dis qu'on doit arrêter. Parce que cette agriculture-là, elle est noire. Elle produit la moitié des gaz à effet de serre que nous connaissons aujourd'hui, qui chaque année viennent de l'agriculture industrielle et du système alimentaire industriel, où on jette 40% ou 50%, où on a des pertes énormes durant la production et aussi la transformation. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On peut remplacer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait comment faire ça. Le problème, c'est pourquoi on ne le fait pas. Une agriculture durable, une agriculture biodynamique, permaculture, enfin, il y a toutes sortes de catégories, pourrait devenir neutre, c'est-à-dire ne pas produire du CO2, mettre dans l'air, et en redescendre, absorber une fois et demie la production globale. Alors, si ça, ce n'est pas la solution pour le changement climatique, donnez-moi une autre. Mais seulement, c'est très difficile parce qu'il y a des intérêts très grands, privés, là-dedans, qui empêchent cette transformation. Je vais vous donner quelques exemples où j'ai vécu moi-même. Donc, c'est l'affaire du manioc et des 20 millions de personnes. À gauche, vous avez le manioc qui est attaqué par la cochenille du manioc, c'est-à-dire qu'il ne reste rien. Les gens en Afrique, de Dakar à Maputo, et aussi en Amérique latine, qu'est-ce qu'ils mangent? Beaucoup, des fois en Afrique 3 fois par jour, c'est du manioc. Les racines, dont vous voyez là, d'une plante saine. Alors, vous voyez un peu la différence quand même entre une plante qui est attaquée et une qui n'est pas attaquée. Alors, la solution, c'était dans les années, au milieu des années 70, que le problème est apparu dans le Bas-Congo, Zaïre à l'époque, et au Congo-Brazzaville. Vers 1979-80, la situation était très grave. Il y avait famine dans la région. Le prix de la nourriture avait augmenté de 300-400%. Et le ravageur s'était dispersé de cette zone où il avait été introduite par accident par les chercheurs, par accident, c'était pas fait exprès, d'Amérique latine, s'était répandu jusqu'à Dakar d'un côté, Maputo de l'autre. Parce que cet insecte, très petits insectes, ils sont dispersés par le vent et aussi par le fait que les Africains viennent manger les feuilles de manioc. Et comme il y a des Aïrois qui se retrouvent un peu partout en Afrique, ils se passent, ils vont à la maison, ils prennent des feuilles, et comme ça, ils amènent sur ces feuilles les ravageurs. Et comme ça, ça a aidé à la dispersion. Alors, la solution, c'était quoi à l'époque? La solution, c'était pesticides. Parce que c'est ce qu'on savait faire. Alors, moi, on m'a demandé de venir et de monter un programme. J'ai dit, bon, ben, les pesticides, moi, ce n'est pas mon domaine. C'est pour ça que j'ai quitté la Suisse, d'ailleurs, après mes études au Poly. J'ai dit non, on va utiliser la nature, parce qu'on sait que la nature, elle produit ses services. Mais il faut les trouver. Donc, je suis reparti en Amérique latine, parce qu'on savait que la cochenille venait des Amériques, entre le Mexique et le Paraguay. Alors, ça, c'était l'indication que j'avais à l'époque. Donc, je me suis mis en route, fait des kilomètres et des milliers de kilomètres, essayer de trouver cette cochenille. Donc, vous voyez là, l'insecte un peu en blanc, là, ça c'est une cochenille.
Finalement, on a trouvé au Paraguay, au Brésil et aussi en Bolivie. Et comme une fois qu'on a trouvé la cochenille, parce qu'il y en avait très très peu, puisqu'elle était sous contrôle naturel. Il nous a fallu presque une année et demie pour la trouver. Alors là-dessus, il y avait quoi? Il y avait, par exemple, cette petite guêpe. C'est un parasitoïde, donc parasite, qui s'attaque à la cochenille. Vous voyez ici, elle est en train de mettre un œuf là-dedans, et la cochenille va crever dans 3-4 jours. Elle est morte, et dans à peu près 7 jours plus tard, vous avez une nouvelle guêpe qui va sortir de cette cochenille. Voilà la solution. C'est une solution naturelle. En 12 ans, avec exactement 20 millions de dollars, on a résolu d'une façon permanente un problème énorme. $1 par personne sauvée. Il faut le faire dans le développement. Quand on connaît les chiffres, on sait ce qui se passe. Donc, et ça dure encore aujourd'hui. Hein. On a fini ça il y a déjà 20 ans en arrière, ça marche encore. Donc, en principe, vous voyez que ça, ce sont des solutions durables. On parle d'agriculture durable, voilà une solution durable. Il y a d'autres exemples, par exemple, d'avoir des cultures mélangées. Dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise de nouveau la nature. Voilà. On utilise la nature et les caractéristiques des plantes pour s'occuper des ravageurs. Certaines plantes attirent les insectes bénéfiques, d'autres plantes les repoussent, ou des fois c'est même la même plante. Ils ont des volatiles, des odeurs que les insectes, ou bien les aiment ou ne les aiment pas. Alors quand on observe ce qu'il se passe dans nos champs, quand on observe un peu ce qui se passe un peu partout dans l'environnement, on trouve ces solutions naturelles. Et de nouveau ici, vous voyez que l'azote, ces plantes fixent l'azote, et aussi le système fixe le CO2. Donc c'est pour ça que je dis qu'une transformation de l'agriculture est nécessaire, et beaucoup de gens le disent aussi, une agriculture qui va nous sauver du changement climatique. Seulement, les paysans, on les a forcés. Oups, un autre. On a forcé les paysans à produire de plus en plus bon marché, puisque les gens pensent qu'ils ont un droit divin à la nourriture bon marché. Comme ça, on peut l'acheter. Mais il faut transformer les habitudes alimentaires. Donc, si les gens ne transforment pas leurs habitudes alimentaires, les paysans ne pourront pas changer la façon de produire. Si on veut manger que du hamburger, on n'aura besoin que du maïs, parce qu'avec le maïs, on peut même faire les paddies, là, et aussi on peut la viande, on nourrit les vaches avec ça. Donc en principe, c'est un monde maïs. Peut-être encore des palmiers à l'huile de l'autre côté du monde. Là. Non, il faut changer les habitudes, il faut changer, il fallait de passer d'ici, il faut passer là. Ça veut dire que moins de viande, de produits laitiers, et plus surtout de légumes et de fruits. Un changement radical qui va vraiment aider les paysans à changer leur mode de production. C'est-à-dire que si vous mangez d'une façon plus diversifiée, le paysan peut, ou la paysanne pourra avoir un système agronomique beaucoup plus divers, un système qui est résilient à l'encontre des changements climatiques. Premièrement, il ne contribuera plus, il va même l'empêcher. Et ça aussi, alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas cette grande agriculture industrielle, c'est du passé. Ces grandes machines qu'on a vues tout à l'heure, c'est le passé. Parce que ce n'est pas une agriculture qui est durable. Ces grandes machines, elles compactent le sol, et après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut trouver une agriculture familiale, d'une grandeur humaine, qui va nous aider à transformer le système de fond en comble. On ne va pas changer un petit peu dans les coins. Il faut une transformation, il faut changer le paradigme de la production agricole qu'on fait aujourd'hui pour une production différente. Et ça, on se voit ici, donc c'est une production qui est noire, même aussi les petits paysans ne produisent pas d'une façon très durable aujourd'hui, dans une agriculture qui est très diversifiée, qui tient compte des affaires de l'environnement. Alors on peut se dire, finalement, pourquoi il n'y a pas le changement nécessaire? Parce qu'il y a des intérêts privés énormes qui empêchent le changement. Des investissements qui ont été faits qui empêchent cette transformation. Et comme Gandhi a dit, il y a assez pour les besoins de tout le monde, mais il n'y a pas assez pour l'avidité de tout le monde. Merci.